La lueur s'échappant de la maison d'Antoine Dubois inondait sa pelouse parfaite et venait lécher le bord de la mienne. Si négligée. C'était la fête des voisins annuelle du hameau des Chênes. Sa fête. Et depuis mon porche plongé dans l'ombre, je pouvais entendre la symphonie de sa réussite. Le tintement joyeux des vers. Les éclats de rire faciles. La douce mélodie de jazz qui flottait dans l'air tiède des Yvelines. Il était dans son élément. Le roi de son royaume manucuré d'un quart d'hectare. Il devait probablement tenir salon près de son barbecue ultramoderne, retournant des côtes de bœuf maturé tout en racontant une anecdote charmante. Sa femme, Sophie, glisserait à travers la foule. Son sourire aussi éclatant et parfait que le diamant à son doigt. Le couple parfait. Dans la maison parfaite. Menant la vie parfaite. Depuis mon obscurité. Je les observais. Je sentis le nœud familier de l'inadéquation se tordre dans mes entrailles. Celui qui se resserrait chaque fois qu'Antoine me gratifiait de son sourire amical et plein de pitié. Il pense que je ne suis que le voisin triste et surmené. Celui dont la peinture de la clôture s'écaille et qui conduit une berline vieille de 10 ans. Il n'a pas tort. Mais il pense que le pire que je puisse faire est de boire trop et de faire une scène. Il pense que le pire que je puisse faire est de leur montrer les photos. Il a tort. La vengeance n'est pas dans une photographie. Elle est en chemin. Dans quelques minutes, une voiture tournera dans cette rue. Une voiture qui n'a rien à faire ici. Et elle livrera une vérité bien plus laide que l'infidélité. Ça, c'était ce soir. Mais cette histoire ne commence pas ici. Elle commence il y a 6 semaines. Un mardi qui ressemblait à n'importe quel autre mardi. Il y a 6 semaines. Mon monde était simplement gris. C'était la couleur des parois de mon box dans l'entreprise de service du numérique où je travaillais. C'était la couleur du café froid que j'oubliais sur mon bureau. C'était la couleur de la fatigue qui s'installait au plus profond de mes os le temps que je navigue dans les embouteillages du RER A pour rentrer chez moi. Au hameau des Chênes. Le hameau des Chênes. Le nom lui-même sonnait agréable. Bucolique. Et ça l'était. En surface. Nous avions emménagé ici il y a 3 ans. Chloé et moi. À la poursuite du rêve pavillonnaire. De bonnes écoles. Des rues sûres. Des clôtures blanches. Nous avions eu tout ça. Ce que la brochure ne vous dit pas. C'est la pression. C'est une pression silencieuse. Écrasante. Pour se conformer. Pour suivre le rythme. La pression était dans le vrombissement synchronisé des tondeuses à gazon à 9 heures précises chaque samedi matin. Elle était dans les couronnes de saison identiques qui apparaissaient sur chaque porte au cours de la même semaine. Et elle était personnifiée par mon voisin d'Aix en grave côté. Antoine Dubois. Antoine était le maire non officiel du hameau des Chênes. Officiellement, il était le président de l'association syndicale libre. Un rôle qu'il prenait avec le sérieux d'un chef d'État. C'était un agent immobilier prospère. Et sa propre maison était sa meilleure publicité. La pelouse était un tapis d'un vert impossible. Les fleurs de ses parterres étaient arrangées par couleur. Son SUV était toujours fraîchement lavé. Brillant dans l'allée comme un trophée. Ma maison, en comparaison, semblait fatiguée. Elle sombrait dans un état de négligence bénigne. Un reflet direct de mon propre épuisement. J'avais toujours prévu de réparer la peinture écaillée de la clôture. De ressemer la pelouse clairsemée. De nettoyer enfin les gouttières. Mais ces plans étaient toujours repoussés au week-end prochain. Une période mythique qui n'arrivait jamais. Mon travail était exigeant. Un nouveau projet me faisait faire des journées de 12 heures. Mon esprit un enchevêtrement de codes et de délais. Quand je rentrais à la maison, toute l'énergie qu'il me restait était pour un dîner au micro-ondes et quelques heures hébétées devant la télévision. Chloé le sentait.
La distance entre nous s'était creusée, passant d'une fissure à un gouffre. Lucas. Antoine a encore parlé de la clôture aujourd'hui, dit-elle ce mardi soir-là. Elle ne me regardait pas. Elle remuait une casserole de pâtes sur la cuisinière, le dos raide. Qu'est-ce qu'il a dit? Demandai-je en défaisant les lacets de mes chaussures de ville. Le soulagement de les enlever était le meilleur moment de ma journée. Oh! Tu sais. Elle soupira. Une petite bouffée d'air frustré. Le discours habituel. Je veux juste que le quartier garde son standing. Mon ami. C'est important pour la valeur de nos biens. Il a dit ça avec un grand sourire. Bien sûr. Comme toujours. Il voulait juste être gentil. Chloé. Je sus que c'était un mensonge dès que je le dis. Antoine n'était jamais juste gentil. Sa gentillesse était une arme enrobée de sucre. Chaque commentaire amical était un jugement. Tu travailles encore tard? Lucas? Signifiait tu es un mari terrible qui n'est jamais à la maison. C'est une voiture de collection que tu as là. Signifiait ta voiture est une épave. Non. Il ne l'était pas. Dit Chloé. Sa voix basse. Elle se détourna de la cuisinière. Et je vis la déception dans ses yeux. C'était un regard que je voyais de plus en plus souvent. Il a raison. La clôture est affreuse. Toute la maison a l'air négligée. C'est embarrassant. Je m'en occuperai ce week-end. Promis. Dis-je. Les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Nous savions tous les deux que c'était une promesse vide. Les Dubois font un barbecue samedi. Dit-elle. Changeant de sujet. Mais pas vraiment. Sophie nous a invités. Elle fait Sévérine que tu aimes tant. Super. Marmonnai-je. Une autre performance. Une autre soirée à sourire et à prétendre que je ne sentais pas le regard condescendant d'Antoine dans mon dos. Une autre nuit à regarder Chloé rire un peu trop fort à ses blagues. Ses yeux brillants d'une admiration qu'elle ne me montrait que rarement. Elle me regardait comme ça. Avant. Quand nous nous sommes rencontrés. Ma nature calme était quelque chose qu'elle qualifiait de réfléchi et profond. Mon dévouement à ma carrière était ambitieux et motivé. Maintenant, mon calme était distant. Et mon ambition était négligence. Peut-être qu'elle avait raison. J'avais laissé le travail me consumer. J'avais laissé le gris de mon bureau s'infiltrer dans notre maison, repeignant les couleurs vives de notre vie commune. Je voyais le problème. Mais je me sentais paralysée. Piégée sur un tapis roulant que je ne savais pas comment arrêter. Le fait est que je ne détestais pas Antoine parce qu'il avait réussi. Je le détestais parce qu'il donnait l'impression que c'était si facile. Il semblait avoir un temps infini. Du temps pour entraîner l'équipe de foot de son fils. Du temps pour organiser des événements communautaires. Du temps pour entretenir une maison parfaite. Et, apparemment, du temps pour surveiller l'état de ma clôture. Il me faisait me sentir comme un raté. Pas seulement en tant que propriétaire, mais en tant qu'homme. Et le pire, c'est que je voyais Chloé commencer à être d'accord avec lui. Elle parlait constamment de lui. Antoine a réparé leur système d'arrosage automatique tout seul. Antoine emmène sa famille en week-end prolongé en Bretagne. Antoine? Antoine? Antoine. Cette nuit-là? Après notre dîner tendu et principalement silencieux? Je nettoyais la cuisine. Chloé était dans le salon, faisant défiler des choses sur la tablette familiale. Nous la partagions, principalement pour payer les factures et regarder des films. Je l'entendis rire doucement de quelque chose à l'écran. C'était un son authentique et léger. Un son que je n'avais pas entendu m'être adressé depuis longtemps.
Une pointe de jalousie, vive et laide, me frappa. Je me dis que c'était ridicule. Elle regardait probablement juste une vidéo amusante. Je monte me coucher, dit-elle un peu plus tard, posant la tablette sur la table basse. Ne reste pas debout trop tard. Promis, répondis-je. Mais je suis restée. La maison était silencieuse. Le silence m'oppressait. Je ne pouvais pas me concentrer sur la télé. Mon esprit rejouait sans cesse la conversation sur la clôture. Le regard sur le visage de Chloé. Je sentis une vague familière de dégoût de moi-même m'envahir. Elle avait raison. Je laissais tout glisser. Notre maison. Notre mariage. J'errais dans le salon. Une énergie nerveuse bourdonnant sous ma peau. Je vis la tablette sur la table basse. Son écran sombre. Je la ramassai. Pensant parcourir les actualités. N'importe quoi pour éteindre mon cerveau. Elle était toujours connectée au compte de Chloé. Ses emails étaient ouverts. Son fil de médias sociaux. Je n'avais aucune intention de fouiner. Notre confiance était peut-être mise à rude épreuve. Mais elle n'était pas rompue. Pas encore. Je balayai vers le navigateur web. Mais mon pouce tapa accidentellement sur l'icône de l'application de messagerie à la place. C'était celle générique fournie avec l'appareil. Que nous n'utilisions jamais. Nous utilisions toujours les applications de messagerie sur nos téléphones. Mais une pastille de notification indiquait un message non lu. La curiosité. Ce petit démon. Me titilla. Qui pouvait bien lui envoyer un message sur cette application? Peut-être juste un spam. Un mauvais numéro. Je l'ouvris. L'écran affichait un unique fil de conversation. Le nom du contact était juste une initiale. Ah. Mon cœur fit un étrange petit bond. Le dernier message datait de quelques heures. C'était celui qui était encore non lu. Ah, je n'arrête pas de penser à cet après-midi. Tu as été incroyable. Je fixai les mots. Ils n'avaient aucun sens. C'était comme lire une langue étrangère. Cet après-midi. Chloé m'avait dit qu'elle était allée à la bibliothèque puis faire les courses. Mon esprit s'emballa, essayant de trouver une explication innocente. Une amie? Un mauvais message destiné à quelqu'un d'autre? Puis je fis défiler vers le haut. Mon souffle se coupa dans ma gorge. L'air se mua en glace dans mes poumons. Il y en avait des dizaines. Des messages s'étalant sur des semaines. Ah, il n'en a aucune idée. N'est-ce pas? Le pauvre. Chloé, il est tellement dans son monde qu'il ne remarquerait même pas si la maison prenait feu. Ah, tant mieux. Plus de toi pour moi. On se retrouve à l'endroit habituel demain? 14 heures. Chloé, j'y serai. Je compte les minutes. Et puis. Celui qui fit tout voler en éclats. Celui qui fit s'effondrer le sol sous mes pieds. Il datait de 2 semaines auparavant. Ah, au fait. Ta clôture est une horreur. Mais je suppose que ça me donne une meilleure vue sur ta cuisine. Passe le bonjour à ton mari de ma part. Ah. Le hameau des chênes. Antoine. La tablette glissa de mes doigts engourdis et s'écrasa sur le parquet. Le son fut assourdissant dans la maison silencieuse. C'était le son de ma vie qui se brisait. Le rire que j'avais entendu plus tôt. Ce son léger et heureux venant du salon, elle ne regardait pas une vidéo amusante. Elle lisait des messages de lui. De mon voisin. L'homme parfait. Souriant. Condescendant. Qui jugeait ma pelouse pendant qu'il couchait avec ma femme. Une rage brûlante. Incandescente. Commença à monter dans ma poitrine. Consumant l'engourdissement gris et laissant quelque chose de cru et de violent à la place. Je voulais tout casser.
Je voulais sortir de la maison en trombe, traverser cette pelouse parfaite et défoncer sa porte d'entrée parfaite. Je voulais le traîner dans la rue pour que tout le quartier parfait le voie. Mais je ne le fis pas. Je restai juste là, dans les ruines de mon salon silencieux, tremblant. Mon monde ne s'était pas seulement fissuré. Il avait été dynamité. Et dans le cratère fumant où se trouvait autrefois mon mariage, une nouvelle pensée, froide et terrifiante, commença à se former. Il me croyait inconscient. Il me croyait un pauvre type triste et pathétique. Ils m'avaient sous-estimé. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. Les premières 24 heures furent un tourbillon de rage pure et sans mélange. Je ne dormis pas. J'arpentai le rez-de-chaussée de ma maison comme un animal en cage. La tablette serrée dans ma main comme une sainte relique de la trahison. Chaque message était un nouveau coup de poignard. Je les relus jusqu'à ce que les mots se gravent à l'envers de mes paupières. Leur cruauté désinvolte. Leurs petites blagues privées. La façon dont ils parlaient de moi. Le pauvre. Il est tellement dans son monde. La condescendance était suffocante. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait pris en pitié. C'était pire. Le lendemain matin, Chloé descendit, bâillant, avec l'air d'une femme qui avait dormi profondément. « Bonjour », dit-elle en attrapant la cafetière. « Tu es levé tôt. » J'étais près de la fenêtre, regardant la maison d'Antoine. Je pouvais le voir à travers la fenêtre de sa cuisine, se déplaçant avec cette énergie facile et confiante qu'il avait toujours. Il préparait probablement un petit déjeuner sain et bio pour sa famille parfaite. Je sentis une vague de nausée. « Pas réussi à dormir ?» dis-je. Ma voix était un grognement bas que je reconnus à peine. Elle se tourna. Une lueur d'inquiétude sur son visage. « Ça va ? Tu as une mine affreuse. » Je voulais hurler. Je voulais brandir la tablette et regarder la couleur quitter son visage. Je voulais lui demander si elle était en route pour l'endroit habituel, plus tard. Les mots étaient là, bouillonnant dans ma gorge comme de l'acide. Mais un nouvel instinct, froid, les retint. C'était le même instinct qui m'avait empêché de foncer chez Antoine la nuit précédente. Les affronter maintenant, ce serait jouer leur jeu. Je serais le mari trompé et hystérique. Lucas, le pauvre type, a finalement craqué. Il serait le centre du drame, et je ne serais qu'une note de bas de page pathétique. Chloé pleurerait. Antoine prendrait son air solennel et concerné. Il m'offrirait probablement une poignée de main en disant quelque chose comme « Je suis désolé que ça en soit arrivé là. » Mon ami. Cette pensée me fit bouillir le sang. Non. Ce n'était pas la justice. C'était juste du bruit. Alors j'avalai la rage. Je la repoussai, au plus profond d'un endroit froid et sombre en moi. Et je dis, juste beaucoup de choses en tête avec le travail. Une grosse échéance arrive. C'était l'excuse parfaite. C'était l'excuse que j'avais utilisée pendant des mois pour expliquer ma distance. Mon épuisement. Elle l'accepta sans une seconde de réflexion. Bien sûr qu'elle le fit. Cela correspondait au récit qu'elle et Antoine avaient créé pour moi. J'étais juste le mari inconscient et surmené. Pendant la semaine qui suivit, je vécus une double vie. Le jour, j'allais à mon bureau gris. Mais le travail était un brouillard. Mon vrai travail commençait la nuit. Je devins un fantôme dans ma propre maison. J'attendais que Chloé soit endormie. Puis je descendais sur la pointe des pieds et commençais ma surveillance. J'installais un enregistreur de frappe sur la tablette familiale. C'était sordide. Une violation de la vie privée. Mais la vie privée était un luxe que je ne pouvais plus me permettre.
La confiance avait été incinérée. Les messages continuaient d'arriver. Ils étaient effrontés. Négligents. Ils planifiaient leur rendez-vous dans des hôtels bon marché en périphérie de Paris. Toujours l'après-midi quand Antoine était censé faire visiter des biens et Chloé était censée être à la salle de sport. Je suivis leur localisation en utilisant le GPS de la tablette. Je regardais leur vie numérique s'entremêler. Ils avaient un album photo partagé, caché dans un service de cloud que Chloé avait oublié être lié à l'appareil. Les photos furent un coup de poing dans l'estomac. Ils étaient là. Chloé et Antoine, riant dans un bar faiblement éclairé. S'embrassant dans une voiture garée. Le genre de baiser passionné et imprudent que nous n'avions pas partagé depuis des années. Chloé, portant une nouvelle robe que je n'avais jamais vue. Lui souriant avec ce regard. Le regard qui m'était autrefois réservé. Chaque photo était un nouveau tour de couteau. Je les ai toutes sauvegardées. Je les ai copiées sur un disque dur sécurisé et crypté. Mon propre petit arsenal de chagrin. Un après-midi. Je me fis porter pâle au travail. Je ne supportais pas l'idée qu'ils soient ensemble. Riant de moi. Je dis à Chloé que j'avais une gastro et je restais au lit. De la fenêtre de ma chambre, j'avais une vue dégagée sur la rue. À 13h45, je la regardais monter dans sa voiture et partir. 10 minutes plus tard, je vis Antoine quitter sa maison, se dirigeant dans la même direction. La coordination était d'une efficacité écœurante. Poussé par une impulsion masochiste que je ne pouvais contrôler, je montai dans ma propre voiture et les suivis. Je gardai mes distances, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Ils se retrouvèrent sur le parking d'un hôtel de chaîne impersonnelle. Le genre avec la peinture écaillée et une enseigne, Vacancy, clignotante. Ils ne regardèrent même pas autour d'eux. Ils marchèrent directement vers la chambre 112. Le bras d'Antoine nonchalamment passé autour de ses épaules. Il déverrouilla la porte et ils disparurent à l'intérieur. Je restai assis dans ma voiture, fixant cette porte fermée, pendant ce qui sembla une éternité. La rage était de retour, plus brûlante que jamais. Tout ce que j'avais à faire était de sortir de la voiture, de marcher jusqu'à cette porte et de l'enfoncer. J'avais les photos. J'avais les messages. Je les avais. Ici. Maintenant. Ce serait si facile de réduire leur monde en cendres. Mais alors que j'étais assis là, une pensée différente commença à se cristalliser, perçant à travers la brume rouge de la fureur. Réduire leur monde en cendres n'était pas suffisant. Pas si mon propre monde brûlait avec. Que se passerait-il après les cris et les accusations ? Un divorce public et sale. Le quartier jacasserait. Je serais l'objet de leur pitié. Chloé l'objet de leur mépris. Et Antoine ? Antoine s'en sortirait. C'était un maître des apparences. Il trouverait une parade. Il serait l'homme plein de regrets qui a fait une terrible erreur. Il jouerait même la victime, prétendant peut-être que Chloé l'avait poursuivi. Les gens du hameau des Chênes aimaient Antoine. Ils lui faisaient confiance. Qui croirait-il ? Le charmant et prospère président de la SL ? Ou le type silencieux et mécontent avec la pelouse en désordre ? Il ne suffisait pas d'exposer l'adultère. Ce n'était qu'un symptôme. La maladie. C'était Antoine lui-même. Son arrogance. Son hypocrisie. La façon dont il avait bâti sa vie parfaite sur des fondations de jugement et de mensonges. Détruire l'adultère ne ferait de mal qu'à Chloé et à moi. Pour obtenir une vraie justice, je devais le détruire. Lui. Je devais démanteler toute la façade, brique par brique parfaite, jusqu'à ce qu'il ne reste que le noyau pourri. Ce fut le moment où le plan changea. Assis sur ce parking d'hôtel sans âme,
Fixant la porte de la chambre 112. Ma mission évolua. Il ne s'agissait plus d'une femme infidèle. Il s'agissait d'un homme qui se croyait intouchable. Je démarrai ma voiture et partis, les laissant à leur sordide petit après-midi. La colère était toujours là. Mais elle était différente maintenant. Ce n'était plus un feu de forêt. C'était un faisceau d'énergie froid et concentré. C'était du carburant. Cette nuit-là, ma véritable enquête commença. Elle ne concernait plus Chloé et Antoine. Elle ne concernait qu'Antoine. Je mis de côté les photos et les messages. C'était ma police d'assurance. Mais ce n'était pas l'arme que j'allais utiliser. Je tournais mes compétences en programmation vers un nouveau projet personnel, excaver la vie d'Antoine Dubois. Je le traitais comme un morceau de code défectueux qui devait être débogué. Je commençais par les bases. Les archives publiques. L'archéologie des réseaux sociaux. Il avait une empreinte numérique impeccable. Son profil LinkedIn était un monument à sa réussite. Son Facebook était une galerie organisée de vacances en famille, de courses caritatives et de témoignages de clients élogieux. C'était un maître de sa propre communication. Mais tout le monde fait des erreurs. Tout le monde laisse un fil qui dépasse. J'allais plus en profondeur. Je cherchais d'anciens noms d'utilisateurs, des comptes oubliés. Je me penchais sur sa vie avant le hameau des Chênes, avant Sophie, avant l'immobilier. Il avait grandi dans une petite ville à quelques heures de là, près d'Orléans. Il avait fait ses études à l'université Paris-Dauphine, comme moi. Mais quelques années plus tôt. Le monde est petit. Je passais des heures à faire défiler d'anciens forums universitaires, des annuaires numériques, des articles archivés du journal étudiant. C'était un travail fastidieux et frustrant. Je ne trouvais rien. Juste les choses habituelles, mention au tableau d'honneur, photo de son BDE, une mention dans un article sur un club d'entrepreneuriat. Il était aussi parfait dans son passé que dans son présent. J'étais sur le point d'abandonner pour la nuit. Il était presque 3 heures du matin. Mes yeux brûlaient à force de fixer l'écran. Je sentis un sentiment familier de désespoir s'insinuer. Peut-être qu'il était vraiment parfait. Peut-être que c'était une quête insensée. Puis je le trouvai. Ce n'était pas un gros titre. C'était un petit entrefilet, enfoui dans un journal local numérisé d'une ville proche de l'université, datant de 10 ans. Le titre était simple, un étudiant gravement blessé dans un délit de fuite. L'article était court sur les détails. Une jeune femme, une étudiante en art prometteuse, avait été heurtée par une voiture tard un soir alors qu'elle rentrait à vélo de la bibliothèque du campus. Le conducteur avait pris la fuite. Les blessures de la femme étaient graves. Elle était dans un état critique. La police avait peu d'indices. Un témoin avait donné une description vague d'une berline de couleur sombre. Un modèle plus ancien. Pas de plaque d'immatriculation. L'affaire avait été classée sans suite. Ce n'était rien. Une histoire tragique mais banale. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais quelque chose me fit marquer une pause. Une sensation de froid m'envahit. Je regardai à nouveau la date de l'article. C'était pendant la dernière année d'études d'Antoine. L'endroit était à seulement quelques kilomètres du campus de Dauphine. J'ouvris un autre onglet de navigateur et retournai à mon dossier de recherche sur Antoine. J'avais tout sauvegardé. Même les photos les plus banales. Je fis défiler son ancienne page Skyblog, presque abandonnée, que j'avais déterrée. Les photos étaient granuleuses. Des reliques basse résolution d'une époque révolue d'Internet. La plupart le montraient avec ses amis d'école. Bière à la main. Mais il y en avait une, nichée dans un album intitulé « Bon moment », qui me fit battre le cœur. C'était une photo d'Antoine, plus jeune,
Plus arrogant. Appuyé contre une voiture. C'était une berline bleue nuit de la fin des années 90. Sa première voiture? Probablement. Elle n'avait rien de spécial? À l'exception d'un tout petit détail. Sur le coin de la lunette arrière, il y avait un autocollant. C'était celui d'un petit groupe de rock indépendant qui avait été populaire sur la scène musicale parisienne pendant environ 5 minutes il y a 10 ans. Je retournai à l'article de presse. Il n'y avait aucune mention d'un autocollant. C'était un détail trop petit pour qu'un témoin le remarque dans le noir. Ça ne voulait rien dire. Mais je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment. J'ouvris une nouvelle fenêtre de recherche. Je tapai le nom de la jeune femme de l'article. Elle s'appelait Eva Tran. Les premiers résultats étaient des mises à jour sur son état de santé datant de 10 ans. Puis plus rien. Mais ensuite, je trouvai quelque chose de plus récent. Un blog. Il était géré par un groupe de défense des droits des personnes handicapées. Et là, sur la page, notre équipe, il y avait la photo d'une femme en fauteuil roulant. Elle avait un visage doux et intelligent. Mais ses yeux contenaient une profonde tristesse et une détermination d'acier. Son nom était Eva Tran. Sous sa photo se trouvait une courte biographie. Elle la décrivait comme une ardente défenseur de l'accessibilité et survivante d'un accident avec délit de fuite qui a changé sa vie il y a une décennie. Je fixai son visage. Puis la photo d'un jeune Antoine Dubois, souriant avec suffisance à côté de sa voiture. Un puzzle sombre et terrifiant commençait à prendre forme dans mon esprit. Les pièces étaient fragiles. Circonstancielles. Une voiture de la même couleur et du même type. Un lieu. Une chronologie. Ce n'était pas une preuve. Mais je savais. Au plus profond de mes entrailles. Je savais. C'était ça. C'était le secret. C'était la pourriture au cœur de la vie parfaite d'Antoine Dubois. Il n'avait pas seulement trompé sa femme. Il n'avait pas seulement menti à ses voisins. Il avait détruit une vie et s'était enfui, laissant une jeune femme brisée sur le bord de la route pendant qu'il continuait à construire son monde parfait. La rage avait disparu maintenant. La jalousie avait disparu. Tout ce qui restait était une clarté terrifiante. Mon plan, qui avait été un vague désir de vengeance, avait maintenant un nom. Il avait un visage. Et il avait un but. Je n'allais pas exposer un adultère. J'allais exposer un monstre. La découverte d'Eva Tran changea tout. C'était comme si j'avais tâtonné dans une pièce sombre et que soudain, quelqu'un avait ouvert une fenêtre, inondant l'espace d'une lumière crue et révélatrice. L'adultère, les mensonges, les petites piques de voisinage, tout cela semblait désormais insignifiant. Ce n'était que des ondulations à la surface. Le délit de fuite était la pierre colossale qui avait été jetée dans l'eau. Ma double vie s'intensifia. Je devins un maître de la tromperie, un fantôme dans mon propre mariage. Pour Chloé, je devenais simplement plus renfermé, plus absorbé par le gros projet au travail. Elle semblait l'accepter, peut-être même s'en réjouir. Ma distance lui donnait plus de liberté, plus d'espace pour vivre sa propre vie secrète. Nous étions comme deux planètes en orbite autour du même soleil, maintenues en place par une histoire commune, mais tournant dans des directions opposées et solitaires. Nous dînions en silence. Nous nous couchions à des heures différentes. Le gouffre émotionnel entre nous était maintenant un canyon aride et sans vie. Certaines nuits, je la regardais dormir et ressentais une pointe de l'amour que j'avais autrefois eu. Le fantôme d'un souvenir. Mais il était rapidement éteint par la froide réalité de ce qu'elle avait fait. Et de ce que je faisais maintenant. Mes nuits étaient dédiées à Antoine Dubois et Eva Tran. Je lus chaque mot qu'Eva avait jamais écrit sur son blog. J'appris son combat. Sa rééducation. Les années de physiothérapie douloureuse.
J'appris la carrière artistique qu'elle avait perdue. Les rêves qui avaient été brisés sur cette route sombre. Elle écrivait avec une honnêteté brute et sans concession, mais sans aucune trace d'apitoiement sur elle-même. Elle écrivait sur sa colère, sa frustration, mais aussi sur son combat pour se réapproprier sa vie. Pour trouver un nouveau but. C'était une guerrière. Et l'homme qui lui avait fait ça était juste à côté, faisant griller du poulet bio et se plaignant de ma pelouse envahissante. L'injustice de la situation était un poids physique dans ma poitrine. Mon enquête devint une obsession. Les preuves circonstancielles ne suffisaient pas. Une berline sombre et la proximité d'une ville universitaire ne tiendraient pas la route. J'avais besoin de quelque chose de solide, d'indéniable. J'avais besoin d'un lien. L'autocollant du groupe sur la vieille photo de la voiture d'Antoine était ma seule vraie piste. Le groupe s'appelait « L'écho des ombres ». Ils étaient obscurs. Un classique succès sans lendemain de la scène locale. Trouver cet autocollant, c'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Je passais des semaines à fouiller dans les cimetières numériques d'Internet. Je parcourus d'anciens forums pour les amateurs de musique de la région parisienne de cette époque. Je cherchais des listes de concerts archivés. Des pages de fans. N'importe quoi. Finalement, après une douzaine d'impasses, je tombais sur un mur payant. C'était une archive en ligne d'un journal alternatif défunt qui avait beaucoup couvert la scène musicale locale. Ils avaient une énorme galerie de photos. Mais elle était réservée aux abonnés. Je n'hésitais pas. Je payais les 20 € pour un mois d'accès. Pendant 3 nuits, je cliquais sur des milliers de photos de concerts granuleuses et mal éclairées datant de 10 ans. Mes yeux me faisaient mal. Je cherchais un fantôme. Je cherchais Antoine Dubois dans une foule. Le moindre signe qu'il était fan de ce groupe. Et puis je le vis. Ce n'était pas une photo nette. Il était à l'arrière-plan d'une photo du groupe sur scène, partiellement masqué par quelqu'un d'autre. Mais c'était lui. Le même sourire arrogant. La même posture confiante. Il était plus jeune. Les cheveux un peu plus longs. Mais c'était incontestablement Antoine. Il portait un t-shirt de l'écho des ombres. Je ressentis une secousse de triomphe, si puissante qu'elle me donna le vertige. C'était ça. C'était le lien. Il n'était pas juste un type qui possédait le même genre de voiture. Il était un fan du groupe dont l'autocollant était sur la voiture qu'un témoin aurait pu voir. C'était encore circonstanciel, mais les fils s'entremêlaient, formant une corde. Mais la corde n'était pas encore assez solide. Une photo de lui à un concert n'était pas la preuve qu'il conduisait la voiture cette nuit-là. Il m'en fallait plus. Le rapport de police sur l'accident d'Eva était un document public. Mais il était scellé dans les archives d'un petit commissariat de province à des heures de route. L'obtenir serait difficile sans un lien direct avec l'affaire. Je continuais à creuser. Je me concentrais sur la vie d'Antoine dans les mois qui suivirent l'accident. Il obtint son diplôme. Il quitta la région parisienne presque immédiatement, prenant un emploi à Lyon avant de finalement revenir des années plus tard avec Sophie. C'était une rupture nette. Trop nette. On aurait dit qu'il fuyait. Ma recherche me mena au compte de réseaux sociaux de ses anciens camarades de promotion. La plupart étaient privés. Mais quelques-uns ne l'étaient pas. Je fis défiler des années de photos, me sentant comme un voyeur numérique. Je cherchais la moindre mention de l'accident, le moindre faux pas. Je ne trouvais rien. Leur vie en ligne était un montage prévisible de mariage, de bébés et de voyages de golf. Je commençais à être frustré. La piste se refroidissait. Le poids de mon secret commençait à me peser. J'étais nerveux. Irritable. Au barbecue de quartier où Chloé avait insisté pour que nous allions, je pouvais à peine supporter d'être près d'Antoine. Il me tapa dans le dos.
Un grand sourire hypocrite sur le visage. Lucas. Content de te voir? Mon ami. J'ai entendu dire que tu brûlais la chandelle par les deux bouts. Tu dois faire une pause. La vie est trop courte. Tu sais? Dit-il. Faisant un geste vers son jardin parfait. Sa famille parfaite. La vie est trop courte. L'hypocrisie était si stupéfiante que j'en ris presque. Je regardais Chloé, qui parlait avec Sophie. Elle me jeta un coup d'œil et esquissa un petit sourire crispé. Comme pour dire, s'il te plaît. Essaie juste d'être normal. L'envie de tout faire exploser? Là, sur sa pelouse parfaitement entretenue, était immense. Mais je m'accrochais à mon objectif froid. Pas encore. La percée vint de l'endroit le plus inattendu. Pas sur Internet. Dans mon propre garage. Un samedi. Je dégageais un coin du garage. Une tâche que je repoussais depuis des années. C'est là que nous avions entassé toutes les boîtes de nos années d'étudiants que nous n'avions jamais pris le temps de déballer. Caché derrière une pile de vieux manuels, je trouvais mes propres annuaires de l'université. Sur un coup de tête, je les ramenai à l'intérieur. Je m'assis à la table de la cuisine et feuilletai les pages. Une vague de nostalgie m'envahissant. Et puis je le vis. L'annuaire datait de ma dernière année. La dernière année d'Antoine. J'avais oublié que nous nous étions croisés pendant cette seule année. Je ne le cherchais pas. Mais il était là. Dans la section du BDE. Je tournais vers les pages des associations étudiantes. Et là, sur la photo de groupe de son association, se trouvait un visage que je reconnus de mes tracts numériques nocturnes. C'était un homme nommé Kevin Lambert. Je me souvenais de son nom car son profil Facebook public était rempli de publications excessivement sentimentales sur ses « années de gloire » à la fac. Il semblait être du genre à vivre dans le passé. Selon son profil, il vivait maintenant à Bordeaux et travaillait dans les assurances. Il semblait être le maillon faible. C'était le gars qui postait des photos, souvenirs, chaque semaine, taguant tous ses anciens copains. Antoine ne répondait jamais aux tags. Il était trop occupé à soigner sa nouvelle vie parfaite. Je fixai le visage souriant de Kevin Lambert dans l'annuaire. Une idée, folle et risquée, commença à se former dans mon esprit. Je ne pouvais pas l'approcher en tant que Lucas Moreau, le voisin d'Antoine Dubois. Mais peut-être que je pouvais l'approcher en tant que quelqu'un d'autre. Je créai un faux profil sur les réseaux sociaux. Je m'appelais David. Un nom générique. J'utilisais une photo de stock d'un homme souriant et quelconque d'une trentaine d'années. Mon histoire était simple, j'étais un ancien élève d'une association rivale. Quelques années plus jeune. Vivant maintenant à Bordeaux et essayant de renouer avec des gens. C'était mince. Mais ça pouvait être juste assez plausible. J'envoyai une demande d'ami à Kevin Lambert. Il l'accepta en moins d'une heure. Bien sûr qu'il le fit. Toute sa persona en ligne consistait à collectionner des amis et à revivre le passé. J'attendis quelques jours, aimant quelques-unes de ses publications publiques. Puis je lui envoyai un message. Salut Kevin. C'est David. Question un peu au hasard. Tu étais bien dans l'assaut X? Non. J'étais dans celle d'Ax en grave côté quelques années après toi. J'essaie de retrouver un vieil ami. Et j'ai le vague souvenir qu'il connaissait peut-être certains de tes gars. Vous n'auriez pas traîné avec un type qui s'appelait Rick et qui conduisait une vieille berline bleue pourrie? Il avait un autocollant du groupe L'écho des ombres à l'arrière. J'avais inventé, Rick. L'appât était la voiture. Et l'autocollant. Je retins mon souffle après avoir cliqué sur envoyer. C'était un coup de poker. Un pari fou et désespéré. Il pourrait l'ignorer. Il pourrait me démasquer.
Un jour passa. Rien. Mon cœur se serra. J'avais surjoué. Puis, 2 nuits plus tard, une notification apparut. Un message de Kevin Lambert. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Salut David. Question bizarre mec. Lol. Je ne connais pas de Rick. Mais c'est drôle que tu parles de cette voiture. Mon pote Antoine avait exactement la même à l'époque. Une vraie épave mais on a eu des moments de folie avec. Mon Dieu. L'autocollant de l'écho des ombres. Ça fait des années que je n'y avais pas pensé. Pourquoi tu demandes? Je lus le message 3 fois. Mon pote Antoine. Il avait mordu à l'hameçon. Il avait placé Antoine dans la voiture avec l'autocollant. Il avait confirmé ma plus grande preuve circonstancielle. C'était le moment. Le point médian. Mon enquête était sur le point de s'effondrer. Et maintenant? Soudain? La voie à suivre était claire. Une vague froide d'adrénaline m'envahit. Je ressentis une montée de puissance. Un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je n'étais plus la victime. J'étais l'architecte. Je tapais ma réponse avec soin. Essayant de paraître décontracté. Nonchalant. Ah. Pas de souci mec. J'ai dû me mélanger les pinceaux. Les vieux souvenirs. Tu sais? Merci quand même. À plus. Je retirai immédiatement Kevin Lambert de mes amis et le bloquai. Je supprimai le profil de David, l'effaçant de l'existence. J'avais ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas une confession. Ce n'était pas une preuve irréfutable. Mais c'était une confirmation d'une source directe. C'était une pièce vitale du puzzle. Celle qui reliait la photo d'Antoine à la voiture et à l'autocollant. L'étape suivante était la plus intimidante de toutes. Toutes les recherches numériques. Toutes les fouilles nocturnes, c'était la partie facile. C'était anonyme. Sûr. Maintenant, je devais sortir de derrière l'écran. Je devais contacter Eva Tran. Trouver Eva Tran fut étonnamment facile. Elle ne se cachait pas. Au contraire, elle avait fait de sa vie une œuvre visible. Son blog militant était populaire. Et elle avait une adresse e-mail de contact professionnel. Pendant une journée entière, je fixais cette adresse e-mail. Un curseur clignotant sur un brouillon vide. C'était le point de non-retour. Au moment où j'appuierais sur « Envoyer », cette guerre secrète ne serait plus seulement la mienne. Elle deviendrait réelle. Elle impliquerait une personne réelle. Une personne dont la vie avait été irrémédiablement endommagée. De quel droit venais-je déterrer le pire moment de sa vie pour mon propre but vengeur? La question me rongeait. Utilisais-je son traumatisme comme une arme? La pensée me rendait malade. Mais ensuite, je revis Antoine, retournant ses brochettes dans son jardin, riant sans le moindre souci. Je revis Eva, dans son fauteuil roulant, écrivant sur ses luttes quotidiennes avec une force que je ne pouvais imaginer. Il ne s'agissait plus seulement de mon mariage brisé. Il s'agissait d'un déséquilibre fondamental dans l'univers qui devait être corrigé. Il s'agissait d'un homme qui avait bâti une vie parfaite sur les décombres de celle de quelqu'un d'autre. Ma vengeance était un motif égoïste. Oui. Mais le but exposer la vérité semblait juste. Je devais le croire. Je rédigeai l'email avec soin, l'écrivant et le réécrivant une douzaine de fois. Je le gardai court, direct et anonyme. Je créai un nouveau compte email crypté. Intraçable. Objet, information concernant votre accident d'il y a 10 ans. Chère Madame Tran, je vous écris pour une raison sensible et difficile. Je suis un particulier qui, par le biais de recherches sans rapport,
est tombé sur des informations que je crois être directement liées à l'accident avec délit de fuite dont vous avez été victime il y a une décennie. Je crois connaître l'identité de la personne qui conduisait la voiture cette nuit-là. Je comprends que ce message sera un choc. Et je suis profondément désolé s'il vous cause de la détresse. Je sais que l'affaire est classée. Mais j'ai rassemblé des éléments que je considère convaincants. Je ne veux rien de vous. Mon seul objectif est de voir la vérité éclater. Si vous êtes disposé à entendre ce que j'ai trouvé, veuillez me le faire savoir. Je serais heureux de tout partager avec vous. Sans poser de questions. Cordialement. Un ami de la vérité. Je le relus une dernière fois. Mon doigt planant au-dessus du bouton d'envoi. Mon cœur battait à tout rompre. C'était le grand saut. Je fermai les yeux et cliquai. L'attente fut atroce. Chaque notification de mon téléphone me faisait sursauter. Je vérifiais le compte email anonyme toutes les 10 minutes. Un jour passa. Puis 2. Silence. Je commençais à désespérer. Peut-être pensait-elle que c'était une mauvaise blague. Peut-être avait-elle tourné la page et ne voulait-elle pas rouvrir cette blessure. Peut-être l'avait-elle simplement supprimée. Je ne pouvais pas lui en vouloir si c'était le cas. L'idée que j'avais échoué, qu'Antoine s'en tirerait, était une pilule amère à avaler. Pendant ce temps, la vie à la maison poursuivait sa lente et froide décomposition. Chloé et moi étions des étrangers polis vivant dans la même maison. La fête des voisins annuelle du hameau des Chênes, l'événement social phare d'Antoine, approchait. Les invitations imprimées sur mesure? Bien sûr. Sur du papier cartonné épais étaient arrivées. Chloé laissa la mienne sur le comptoir de la cuisine sans un mot. Nous devons y aller? Dit-elle plus tard dans la journée. Ce n'était pas une question. Ça ferait bizarre si on n'y allait pas. Bizarre pour qui? Demandai-je. Ma voix plus sèche que je ne l'avais prévu. Pour tout le monde? Dit-elle. Sa voix empreinte de frustration. Pour les Dubois. S'il te plaît. Lucas. On peut juste être normaux pour une soirée? L'ironie fut un coup physique. Elle voulait que nous prétendions être normaux chez l'homme avec qui elle couchait. L'homme qui avait rendu une femme infirme et s'en était tiré. L'hypocrisie était à couper le souffle. D'accord. Dis-je. Le mot sec. Nous irons. Dans mon esprit, un nouveau calendrier commença à se former. La fête. C'était la scène parfaite. C'était la célébration triomphale d'Antoine de son propre monde parfait. Quel meilleur endroit pour voir ce monde brûler? Le 3e jour, je reçus une réponse. Mes mains tremblaient en ouvrant l'email. C'était d'Eva. À un ami de la vérité. Je ne sais pas qui vous êtes. Ni si c'est une sorte de mauvaise blague. Mais en 10 ans depuis mon accident, vous êtes la première personne à me contacter avec une piste potentielle. Je dois savoir. Je ne vous rencontrerai pas en personne. Nous pouvons faire un appel vidéo. Si vous êtes sérieux, envoyez-moi d'abord vos preuves. Je les examinerai. Si je pense qu'elles sont crédibles, nous parlerons. Eva Tran. Son message était prudent? Sur la réserve? Mais c'était un oui. C'était une porte qui s'entr'ouvrait. Je passai l'heure suivante à compiler tout ce que j'avais trouvé dans un seul fichier protégé par mot de passe. Les vieux articles de journaux. La photo d'Antoine avec sa voiture. La photo de lui au concert. La transcription de ma conversation avec Kevin Lambert. Son nom expurgé pour protéger mes méthodes. J'écrivis une lettre de présentation. Exposant la chronologie. Reliant les points aussi clairement et logiquement que possible. J'appuyai sur envoyer. 24 autres heures de silence angoissant passèrent.
J'étais au bout du rouleau. Je mangeais à peine. J'arpentais la maison. Je l'imaginais en train de lire. De dépecer mon dossier fragile. De le voir comme le fantasme désespéré d'un fou. La réponse arriva tard le lendemain soir. J'étais dans mon bureau. La lueur de l'écran unique lumière dans la pièce. L'objet de l'email ne contenait qu'un mot, quand ? Nous programmâmes l'appel pour le lendemain soir. Je m'assurai que Chloé serait sortie. À son club de lecture. À l'heure convenue. Je m'assis à mon bureau. Ma webcam allumée. L'estomac noué. Une notification apparut sur mon écran. Eva Tran vous appelle. Je cliquai sur « Accepter ». Son visage apparut sur mon écran. C'était le même visage que sur le blog. Mais la voir en mouvement, vivante, était différent. Elle regardait directement dans la caméra. Son expression indéchiffrable. Elle était dans ce qui ressemblait à un bureau. Des étagères de livres derrière elle. « Bonjour », dit-elle. Sa voix était stable. Claire. « Bonjour, Madame Tran. Merci d'avoir accepté de me parler. Vous pouvez m'appeler Eva, dit-elle. Et vous êtes ? Pour l'instant, je dois rester anonyme, dis-je. J'espère que vous pouvez comprendre. Elle hocha lentement la tête. Ses yeux ne quittant jamais les miens. J'ai examiné ce que vous m'avez envoyé. C'est beaucoup à digérer. Je sais, dis-je doucement. Cet homme, dit-elle, sa voix tendue par la maîtrise de soi. Antoine Dubois. Vous êtes sûr de lui ? J'en suis aussi sûr que je peux l'être sans une confession. Dis-je. Je lui racontai toute mon enquête. De la première découverte de l'article de presse à la conversation avec son camarade de promotion. J'expliquai comment les chronologies coïncidaient. Comment il avait quitté la ville juste après son diplôme. Comment il était un fan avéré du groupe obscur dont l'autocollant était sur la voiture. Elle écouta sans interruption. Son regard intense. Elle traitait chaque mot. Chaque détail. Quand j'eus fini. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Je pouvais voir les émotions se battre sur son visage, l'incrédulité. La colère. Une douleur profonde. Vieille de 10 ans. Remontant à la surface. Pendant 10 ans ? Dit-elle enfin. Sa voix tremblant légèrement. Je me suis demandé. Qui pourrait faire ça ? Qui pourrait heurter quelqu'un ? Le voir gisant sur la route ? Et juste. Partir ? J'ai imaginé un monstre. Un toxicomane. Un criminel endurci. Je n'ai jamais imaginé. Lui. Elle fit un geste vague. Comme pour englober l'idée d'un homme comme Antoine. Un homme qui a réussi. Un père de famille. Quelqu'un qui vit une vie normale en banlieue. Les meilleurs monstres sont ceux qui se cachent à la vue de tout. Dis-je calmement. Elle baissa les yeux un instant. Se reprenant. Quand elle releva la tête. L'acier était de retour dans ses yeux. Ce que vous avez trouvé. C'est plus que ce que la gendarmerie n'a jamais eu. L'autocollant. Je me souviens de quelque chose. Un flash de lumière sur la lunette arrière alors que la voiture s'éloignait à toute vitesse. J'ai dit aux gendarmes que c'était peut-être un autocollant. Mais c'était si rapide. Ils n'en ont pas tenu compte. Mon sang se glaça. C'était réel. Tout était réel. Que voulez-vous faire ? Eva ? Demandai-je. Que voulez-vous dire ? Nous pourrions porter ça à la gendarmerie. Dis-je. Ce serait peut-être suffisant pour qu'ils rouvrent l'enquête. Mais un bon avocat pourrait probablement tout démolir. C'est circonstanciel.
Alors quelle est l'alternative? Demanda-t-elle, ses yeux se plissant. Elle savait que j'avais un plan. Elle était intelligente. Elle savait que je n'avais pas fait tout ça juste pour le remettre aux autorités. Je pris une profonde inspiration. Il organise une fête. Je lui parlais de la fête des voisins annuelle du hameau des Chênes. Je décrivis la scène, tout le quartier rassemblé sur sa pelouse. Le célébrant lui. Sa réussite. Sa vie parfaite. Je lui dis que c'était sa scène. L'endroit où sa persona publique était la plus puissante. Et vous voulez que je... Quoi? Que je me montre? Demanda-t-elle. Une pointe d'incrédulité dans la voix. Je veux que vous le confrontiez. Dis-je. Pas avec des avocats et des rapports de police? Pas au début. Je veux que vous le confrontiez devant son monde. Devant sa femme. Ses enfants. Ses voisins admiratifs. Je veux qu'il voie qui il est vraiment. Non pas à travers un document juridique. Mais de votre bouche. De la femme dont il a détruit la vie. C'était une chose terrible à demander. Je lui demandais de transformer son plus profond traumatisme en un spectacle public. Elle resta silencieuse pendant un long moment, fixant quelque chose au-delà de la caméra. Je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit. Je m'attendais à ce qu'elle refuse. Qu'elle soit horrifiée par l'idée. Mais quand elle parla, sa voix était froide et claire comme de la glace. Il m'a volé ma vie, dit-elle. Il a continué à en construire une parfaite pendant que je devais apprendre à vivre dans un monde qui n'était pas fait pour moi. Il n'a jamais eu à faire face à une seule conséquence. Vous avez raison. Un rapport de police n'est pas suffisant. Un tuyau anonyme n'est pas suffisant. Il a besoin de me voir. Il a besoin de me regarder dans les yeux et de rendre des comptes pour ce qu'il a fait. Elle me regarda de nouveau. Son regard perçant. Quand a lieu la fête? Samedi prochain. Dis-je. Ma voix à peine un murmure. Envoyez-moi l'adresse. Dit Eva. J'y serai. L'appel se termina. Je restai assis dans l'obscurité. Le silence de la maison m'oppressant. Le plan était en marche. La dernière pièce était en place. Pendant des semaines, j'avais été le seul gardien de ce terrible secret. Maintenant, j'avais une alliée. Un ange vengeur en fauteuil roulant. Et ensemble, nous allions rendre justice au hameau des Chênes. La semaine précédant la fête des voisins fut la plus longue de ma vie. C'était une période étrange et surréaliste de calme avant la tempête. Le plan était établi. Toutes les pièces étaient en place. Il ne me restait plus qu'à attendre et à jouer mon rôle, le mari silencieux et défait. Extérieurement, je maintenais ma façade. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je saluais poliment Antoine d'un signe de tête quand il me faisait signe depuis sa pelouse parfaite. Il était en plein préparatif de fête. Une grande tente de réception fut livrée et montée dans son jardin. Des guirlandes lumineuses furent méticuleusement enroulées autour des arbres. Je le regardais, dirigeant les livreurs, pointant du doigt et souriant. Un général inspectant son domaine avant une grande victoire. Il n'avait aucune idée qu'il préparait la scène de sa propre exécution. Cette pensée me procura une satisfaction sombre et froide. Chloé était une boule d'énergie nerveuse. Elle était déterminée à ce que nous fassions bonne impression. Je t'ai acheté une nouvelle chemise, dit-elle jeudi, brandissant un polo bleu impeccable. Celui que tu portes d'habitude est si délavé. Merci, dis-je en le prenant. Le tissu me semblait étranger dans les mains. C'était un costume pour une pièce que je ne voulais plus jouer. Et s'il te plaît, Lucas, ajouta-t-elle, sa voix suppliante. Essaie de t'amuser.
Ou au moins de faire semblant. Pour moi. Pour toi. Je voulus rire. Ou pour lui. Pour qu'il ne pense pas que son trophée est malheureux. Mais je hochai simplement la tête. J'ai serré. Ma communication avec Eva était minimale et sécurisée. Nous échangeâmes quelques emails cryptés pour coordonner le timing. Elle était pratique. Très professionnelle. Elle me dit qu'elle avait consulté un avocat pas pour porter plainte tout de suite, mais pour comprendre ses droits. L'avocat l'avait prévenu qu'une confrontation publique était risquée. Mais il était d'accord qu'en l'absence de preuves tangibles, c'était peut-être le seul moyen de forcer une confession ou au moins un aveu. Il avait un contact à la gendarmerie en attente, prêt à agir si Antoine s'incriminait. Eva ne laissait rien au hasard. Elle n'était pas seulement un instrument de ma vengeance. Elle était une force de la nature à part entière. La nuit avant la fête, je ne pus dormir. J'étais allongée dans mon lit, fixant le plafond, écoutant la respiration régulière de Chloé à côté de moi. C'était la dernière nuit. La dernière nuit de notre vie telle que nous la connaissions. Après-demain, tout serait différent. Les mensonges seraient exposés au grand jour. Pas seulement le mensonge de son adultère, mais le mensonge colossal de l'homme qu'elle avait choisi à ma place. Ressentais-je des regrets? Une envie de faire marche arrière? Je cherchais en moi la moindre lueur de doute, mais n'en trouvais aucune. L'homme que j'avais été il y a 6 semaines, le mari triste et fatigué qui voulait juste que sa femme l'aime à nouveau, avait disparu. Il avait été consumé dans le feu de sa trahison. À sa place se trouvait quelqu'un de plus froid, de plus dur, de plus résolu. Mon mariage était déjà mort. Chloé l'avait tué dans une chambre d'hôtel bon marché avec Antoine Dubois. Je ne faisais que signer l'acte de décès. Samedi arriva. Une journée parfaite, ensoleillée, de fin d'été. Le genre de journée qui aurait sa place sur une carte postale de la vie en banlieue. La fête devait commencer à 16 heures. Toute la journée, le quartier bourdonna d'anticipation. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et, bientôt, la fumée du barbecue. Chloé passa 1 heure à se préparer. Elle enfila une nouvelle robe d'été, se coiffa et se maquilla avec soin. Elle était magnifique. Et pendant un instant fugace, je ressentis une pointe de perte si vive qu'elle me coupa presque le souffle. C'était la femme avec qui j'avais promis de passer ma vie. Et j'étais sur le point de faire exploser son monde. Mais ensuite je me souvins des messages, de la cruauté désinvolte, de la pitié. Le sentiment disparut, remplacé par une froide résolution. « Comment tu me trouves ?» demanda-t-elle en tournant légèrement sur elle-même. « Tu es superbe, Chloé, dis-je. Et je le pensais. Elle ressemblait à la femme parfaite pour le voisin parfait. Nous traversâmes à 4h30. La fête battait déjà son plein. La musique était entraînante. Les boissons coulaient à flot. Et la pelouse était bondée des résidents souriants et allés du hameau des Chênes. C'était tout ce que je méprisais. Un concours de perfection pavillonnaire. Antoine nous vit arriver et interrompit une conversation pour nous saluer. Il portait une chemise en lin d'un prix ridicule. Son sourire un éclair de dents blanches. Il passa un bras autour de l'épaule de Chloé dans un geste à la fois amical et possessif. Mes mains se serrèrent en poing à mes côtés. Chloé. Lucas. Tellement content que vous ayez pu venir. Claironna-t-il. Sa voix pleine d'une fausse bonhomie. Il me serra l'épaule d'une manière condescendante. Tu fais une pause dans tout ce travail? Hein? Mon ami? Je n'aurais manqué ça pour rien au monde? Dis-je. Ma voix plate. Chloé. Cependant, rayonnait.
Elle se glissa facilement dans le rôle de la voisine charmante. Riant à la blague d'Antoine. Son langage corporel ouvert et familier. Les voir ensemble. Si à l'aise. Si désinvolte dans leur tromperie. Effaça les derniers doutes que j'aurais pu avoir. Il méritait cela. Je marmonnai une excuse pour aller chercher un verre et m'échapper. Je ne pris pas de verre. Je trouvai un coin sur le bord de la terrasse. Près de l'ombre. Et j'observais. J'étais un spectateur à la démolition de ma propre vie. Je regardais Chloé se mêler aux autres. Riant et bavardant. Je regardais Antoine jouer l'hôte gracieux. Le roi du château. Je vis sa femme. Sophie. Remplir un bol de chips. Souriant à tout le monde. Complètement inconsciente. Une vague de pitié pour elle m'envahit. Elle était aussi une victime dans tout ça. Peut-être la plus innocente de toutes. Pendant l'heure qui suivit. Je dérivais à travers la fête comme un fantôme. J'échangeais quelques banalités avec des voisins. L'esprit à des millions de kilomètres. Mon téléphone était un poids mort dans ma poche. J'avais envoyé un simple texto à Eva il y a 20 minutes, c'est le moment. Sa réponse avait été tout aussi simple, en route. 15 minutes. Ces 15 minutes s'étirèrent en une éternité. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Mes paumes étaient moites. Je ne cessais de jeter des coups d'œil vers la rue. Mes sens en alerte maximale. Chaque voiture qui passait me faisait tressaillir. Antoine rassembla tout le monde dans le jardin pour un toast. C'était une tradition annuelle. Il se tenait sur une petite scène improvisée près du barbecue. Un micro à la main. La foule se tut. Tournant leur visage vers lui. Salut tout le monde. Salut. Dit-il. Sa voix amplifiée par les haut-parleurs. Je veux juste vous remercier tous d'être venus. C'est en vous regardant tous. Mes amis. Mes voisins. Que je me rappelle le sens de tout ça. Il marqua une pause pour un effet dramatique. Chloé le regardait. Les yeux brillants d'admiration. J'eus envie de vomir. C'est la communauté. Poursuivit-il. C'est veiller les uns sur les autres. C'est créer un endroit sûr. Un endroit bâti sur la confiance. Où nos enfants peuvent grandir et où nous pouvons tous nous sentir en sécurité. C'est ça. L'esprit du hameau des chênes. Alors levons nos verres aux bons voisins et à une super communauté. Une acclamation s'éleva de la foule. Les verres s'entrechoquèrent. Les gens applaudirent. L'hypocrisie était si épaisse que je pouvais la goûter. Un endroit bâti sur la confiance. Je sentis un rire. Sombre et amer. Monter dans ma gorge. Mais je l'étouffai. Et puis. Je le vis. Par-dessus les têtes de la foule. À travers les interstices des arbustes manucurés. Je vis un véhicule s'arrêter le long du trottoir devant la maison d'Antoine. Ce n'était pas une voiture. C'était un monospace gris foncé. Le genre modifié pour l'accessibilité en fauteuil roulant. Il s'arrêta juste au bout de l'allée d'Antoine. Mon sang se glaça. Ça arrivait. Personne d'autre n'avait encore remarqué. Ils se prélassaient tous encore dans la lueur du discours d'Antoine, sirotant leur boisson, riant. Je commençai à bouger. Je m'éclipsai de mon coin dans l'ombre et commençai à marcher. Non pas vers le véhicule, mais vers l'avant de la maison, en empruntant un chemin le long du garage. Je devais être là. Je devais tout voir. Alors que j'atteignais le jardin de devant, la porte latérale du monospace s'ouvrit avec un doux bourdonnement électronique. Une rampe s'abaissa sur le trottoir. Et puis, elle apparut. Eva Tran. Elle descendit la rampe avec son fauteuil roulant avec une efficacité exercée.
Elle portait un simple pantalon noir et un chemisier blanc uni. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière. Elle avait l'air petite mais dégageait une aura d'une force immense et inébranlable. Son expression était calme. Son regard fixé sur la fête. Sur les bruits joyeux qui s'échappaient du jardin. Elle me vit debout là. Nos regards se croisèrent un bref instant à travers la pelouse verte parfaite. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Seulement de la résolution. Je lui fis un unique hochement de tête. Presque imperceptible. C'était son moment. Elle commença à se déplacer. Ses mains guidant expertement les roues de son fauteuil sur l'allée en béton immaculé. Droit vers le cœur de la fête. Le son du petit moteur électrique de son fauteuil était un faible bourdonnement. Un prélude au chaos à venir. Elle était la bombe. Et je venais d'allumer la mèche. Je restais dans le jardin de devant. Un témoin silencieux. Mon rôle dans tout ça était terminé. Maintenant, je n'avais plus qu'à observer les retombées. Le joyeux brouhaha de la fête était une bulle. Et Eva Tran était l'aiguille sur le point de la percer. Elle remonta l'allée avec une détermination silencieuse et implacable. Quelques personnes près de l'avant de la maison se tournèrent au doux vrombissement de son fauteuil roulant. Leurs sourires s'effacèrent, remplacés par des regards de confusion polie. Une inconnue en fauteuil roulant, arrivant seule, ne faisait pas partie du scénario habituel de la fête des voisins. Je vis les ondes de sa présence se propager à travers la foule. Les conversations les plus proches d'elle s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. Un chemin commença à se dégager pour elle. Non par courtoisie, mais par pure curiosité nerveuse. La musique de jazz joyeuse jouait toujours dans les haut-parleurs, mais elle sonnait maintenant métallique et absurde. Une bande-son pour une scène qui tournait rapidement au vinaigre. Antoine était toujours sur sa scène improvisée, se prélassant dans les applaudissements, le dos tourné à l'allée. Il ne l'avait pas encore vue. Mais Sophie, sa femme. Oui. Elle se tenait près de la terrasse. Et je vis son front se plisser. Elle fit un pas en avant. Ses instincts d'hôtesse prenant le dessus. Je peux vous aider? Lança-t-elle. Sa voix amicale mais interrogative. Eva ne lui répondit pas. Elle ne la regarda même pas. Ses yeux étaient rivés sur le dos d'un seul homme. Antoine. Chloé la vit alors. Je regardai le visage de ma femme. Elle enregistra l'inconnu. Le fauteuil roulant. Le silence soudain et gênant qui tombait sur le jardin. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Une lueur d'anxiété sociale sur son visage. Se demandant ce qui se passait. Pourquoi l'atmosphère de fête parfaite s'évaporait soudainement. Elle n'en avait aucune idée. Elle n'était qu'une autre spectatrice. À quelques instants de la démolition de son propre fantasme soigneusement construit. Finalement, Antoine sembla sentir le changement d'énergie de la foule. Les applaudissements s'étaient tus trop rapidement. Le silence était trop profond. Il se tourna. Un sourire légèrement perplexe encore sur son visage. Est-ce que tout va bien? Il s'arrêta. Les mots moururent dans sa gorge. Il vit Eva. Je l'observais depuis mon point de vue dans le jardin de devant. Et c'était comme regarder une statue se fissurer. Pendant une fraction de seconde, il n'y eut rien sur son visage. Juste une incompréhension totale. Puis, la reconnaissance se fit jour. Ce ne fut pas un éclair soudain. Ce fut une vague lente et écœurante qui le submergea, drainant chaque once de couleur de son beau visage bronzé. Le sourire confiant se dissout. La posture facile disparut. Ses épaules s'affaissèrent, et un regard de peur pure et primale apparut dans ses yeux. C'était le regard d'un homme qui venait de voir un fantôme. Son fantôme. Le microphone, toujours serré dans sa main,
glissa de ses doigts engourdis et heurta la scène avec un bruit sourd, suivi d'un hurlement de Larsen qui fit sursauter tout le monde. Le son fut comme un coup de feu dans le jardin silencieux. Tous les yeux étaient maintenant sur eux. Sur Antoine, figé sur sa scène, et sur Eva, qui avait arrêté son fauteuil au centre de la pelouse, créant un point gravitationnel autour duquel toute la fête tournait désormais. Sophie se précipita aux côtés de son mari. « Antoine ? Antoine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est-ce ? » demanda-t-elle, sa voix remplie d'une inquiétude authentique et paniquée. Elle posa une main sur son bras, mais il ne sembla pas la sentir. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'Eva. Le monde entier semblait retenir son souffle. Je pouvais sentir mon propre cœur battre dans mes oreilles. C'était le moment. Le moment de l'impact. Eva rompit le silence. Sa voix n'était pas forte, mais elle était parfaitement claire, coupant l'air stupéfait avec la précision du scalpel d'un chirurgien. Elle n'avait pas besoin de micro. « Bonjour. Antoine ?» dit-elle. Le son de son nom, prononcé par elle, sembla le secouer. Il tressaillit comme s'il avait été frappé. « Tu ne me reconnais pas ? N'est-ce pas ? » continua-t-elle. Sa voix stable, presque conversationnelle. C'était un son terrifiant de calme. « Ça fait un moment. 10 ans. Pour être exact. Tu as l'air en forme. Tu as réussi. » Sophie regardait alternativement le visage cendré de son mari et la femme calme dans le fauteuil roulant. « Antoine ? De quoi parle-t-elle ? » Antoine ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Il secoua juste légèrement la tête. Un déni pathétique et réflexe. De l'autre côté de la pelouse, je vis Chloé. Son visage était un masque de confusion totale. Elle regardait Antoine, puis la femme, puis de nouveau Antoine. Elle essayait de reconstituer le puzzle, d'essayer de comprendre le cauchemar qui se déroulait devant elle. Elle se tourna et ses yeux me trouvèrent, debout seul sur le côté de la maison. Je soutins son regard. Je ne souris pas. Je ne montrai aucune émotion. Je la regardais simplement. Et à ce moment, je pense qu'elle commença à comprendre. Pas toute la vérité, mais la partie la plus importante, ce n'était pas une coïncidence. C'était mon œuvre. Eva eut un petit sourire triste. Il n'atteignit pas ses yeux. Je suppose que j'ai un peu plus changé que toi, dit-elle en désignant son fauteuil roulant. Tu conduisais une berline bleu nuit. Une vieille. Il y avait un autocollant sur la lunette arrière. D'un groupe. L'écho des ombres. Tu te souviens maintenant ? Antoine ? Un hoquet collectif parcourut la foule. La mention de la voiture, de l'autocollant, c'était trop spécifique. Ce n'était pas une folle au hasard. C'était réel. Antoine recula d'un pas, les yeux écarquillés de panique. Je ne vois pas de quoi tu parles ? Balbutia-t-il. Les mots faibles. Peu convaincants. Vous vous trompez. Ce n'est pas la bonne personne. Ah oui. La voix d'Eva était toujours calme, mais elle contenait maintenant un noyau d'acier. Je me souviens du bruit du moteur quand tu as accéléré. Je me souviens de l'éclat de tes phares dans mes yeux. Et je me souviens d'être allongé sur le pavé froid, incapable de bouger, regardant tes feux arrière disparaître dans l'obscurité. Tu n'as même pas ralenti. Tu m'as laissé là pour mourir. Antoine. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et accablants. Tu m'as laissé là pour mourir. Les chuchotements commencèrent alors. Un faible murmure qui se propagea à travers la foule comme une contagion.
Les gens regardaient Antoine différemment. L'admiration avait disparu, remplacée par la suspicion, par l'horreur. Son image parfaite, si soigneusement construite au fil des ans, se brisait en temps réel. Sophie regarda son mari, le visage ravagé par une horreur et une incrédulité naissante. « Antoine, dis-moi qu'elle ment. Dis-moi que c'est une erreur. » Mais Antoine ne pouvait répondre. Il était piégé. Il se tenait sur sa scène de mensonge, exposé par une vérité qu'il pensait avoir enterrée une décennie plus tôt. Il regarda sauvagement autour de lui. Les visages de ses voisins, de ses amis. Il vit leur jugement, leur choc. Il vit tout ce sur quoi il avait bâti sa vie se réduire en cendres. Et puis ses yeux se posèrent sur moi. Il me fixa. Son regard paniqué se verrouillant sur le mien. Froid et stable. Et dans ses yeux, je vis la dernière pièce du puzzle se mettre en place pour lui. Il comprit. Il comprit la clôture négligée. Mon ressentiment silencieux. Ma présence effacée. Il ne s'agissait pas de l'adultère. L'adultère n'était que la clé que j'avais utilisée pour ouvrir cette pièce bien plus sombre. Il vit que j'avais trouvé son véritable péché. Je n'étais pas venu à sa fête pour exposer son infidélité. J'étais venu à sa fête pour le défaire. L'expression sur son visage n'était plus seulement de la peur. C'était la terreur pure et sans mélange d'un homme qui a été complètement et totalement déjoué. Il avait pensé qu'il était le prédateur, et que j'étais la proie pathétique. Il venait de réaliser, bien trop tard, qu'il avait été ma proie depuis le début. Eva n'avait pas terminé. Elle avait une dernière chose à dire. Elle détourna son regard d'Antoine et s'adressa à sa femme, sa voix s'adoucissant avec quelque chose qui ressemblait à une pitié sincère. « Je suis désolée, Sophie, dit-elle. Je le suis vraiment. Mais pendant 10 ans, il a vécu cette vie avec vous. Cette vie parfaite. Et pendant 10 ans, j'ai vécu avec ce qu'il m'a fait. La vérité finit toujours par sortir. Elle a juste mis un peu plus de temps cette fois. À ce moment précis, une voiture de gendarmerie banalisée, tourna dans la rue et s'arrêta discrètement derrière le monospace d'Eva. Elle n'alluma ni ses gyrophares ni sa sirène. Un gendarme en uniforme et un inspecteur en civil en sortirent. Ils ne se précipitèrent pas. Ils restèrent simplement là, à observer, leur présence confirmant la gravité de la situation. L'avocat d'Eva avait fait son travail. La vue de la voiture de gendarmerie rompit le charme. La fête était terminée. Elle se dissolut dans le chaos. Les gens commencèrent à partir, attrapant leurs enfants, le visage mêlé de choc et d'excitation morbide. Ils détournaient les yeux d'Antoine, chuchotant entre eux en se dépêchant de partir. Ils ne voulaient pas être associés à l'épave. L'inspecteur commença à remonter l'allée, calme et méthodique. Antoine Dubois, le roi du hameau des Chênes, resta là sur sa scène. Un homme brisé dans une chemise au prix ridicule, entouré des ruines de sa vie parfaite. La musique de jazz jouait toujours doucement dans les haut-parleurs. Une touche finale et moqueuse à la journée parfaite qui s'était transformée en son enfer personnel. L'onde de choc laissa place à un silence étrange et creux. L'inspecteur, un homme aux yeux fatigués, parlait d'un ton bas et calme. Il n'arrêta pas Antoine sur le champ. Il le sépara simplement de Sophie, qui s'était effondrée sur une chaise de jardin, secouée de sanglots incontrôlables. Il demanda à Antoine de venir à la brigade pour faire une déposition. C'était une requête, mais elle avait le poids d'un ordre. Antoine, dépouillé de toute sa grandiloquence et de son charme, hocha simplement la tête d'un air absent, le visage un masque gris et vide.
Il fut conduit à la voiture banalisée comme un homme marchant dans un rêve. Je regardais Chloé pendant tout ce temps. Elle se tenait figée près du buffet qui commençait à flétrir. Le visage pâle de choc. Son après-midi parfait. Sa liaison avec l'homme confiant et prospère avait implosé. L'homme qu'elle admirait, l'homme pour qui elle avait risqué son mariage, n'était pas seulement un adultère. Il était quelque chose de bien pire. Un monstre en chemise de lin. Ses yeux passaient sans cesse de la voiture de gendarmerie à Sophie en larmes, puis à Eva, qui était assise tranquillement dans son fauteuil roulant. Un monument silencieux et puissant à la vérité. Finalement, le regard de Chloé se posa sur moi. Elle se dirigea vers moi. C'est pas mal assuré sur l'herbe manucurée. Les autres voisins avaient disparu, nous laissant tous les trois Chloé, Eva et moi dans les décombres du jardin des Dubois. Toi, murmura-t-elle, sa voix tremblant d'un mélange d'effroi et d'horreur. C'était toi. Tout ça. Je ne le niais pas. Il l'avait bien mérité. Dis-je. Ma voix dénuée d'émotion. Mais. Comment? Balbutia-t-elle. Comment savais-tu? Tu as laissé la tablette sur la table basse. Chloé. Dis-je simplement. La couleur quitta complètement son visage. L'adultère. Les messages. Tout cela me semblait si futile maintenant. Mais pour elle, c'était le premier domino. Elle comprit enfin l'étendue de ce que je savais. La profondeur de ma tromperie. Elle réalisa que pendant des semaines, j'avais observé, écouté et comploté, tout en pensant que j'étais juste le mari triste et inconscient. Elle me regarda comme si elle voyait un étranger. Et peut-être que c'était le cas. Je vais y aller, dit Eva, sa voix nous tirant de notre bulle toxique. Elle me regarda, son expression indéchiffrable. Merci. Non, dis-je en secouant la tête. Merci à toi, Eva, pour ton courage. Elle fit un petit signe de tête lasse. Elle manœuvra son fauteuil pour redescendre l'allée, où le gendarme en uniforme l'aida avec la rampe de son véhicule. Elle ne se retourna pas. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue. Elle s'était réapproprié son histoire. Alors qu'elle s'éloignait, un profond sentiment de finalité m'envahit. La guerre était finie. Chloé et moi retournâmes à notre maison dans un silence complet. Les 20 mètres de pelouse qui séparaient nos propriétés semblaient un désert vaste et infranchissable. Notre maison, avec sa clôture écaillée et son gazon clairsemé, semblait exactement la même. Mais tout à l'intérieur était différent. Nous étions partis en tant que couple marié, feignant la normalité. Nous revenions en tant que deux étrangers liés par un désastre commun. À l'intérieur, elle finit par craquer. Mon Dieu! Lucas! Sanglota-t-elle en s'affaissant sur le canapé. Un délit de fuite? Il l'a laissé. Oh mon Dieu! Ces larmes n'étaient pas pour notre mariage? Pas encore. C'étaient des larmes de choc pur et sans mélange face à la vraie nature de l'homme avec qui elle couchait. Elle avait été trahie non seulement par un mari trompé, mais par son propre jugement. Elle avait accroché son fantasme à un monstre. Je ne la réconfortais pas. Je n'en avais pas la force. Je restais juste là, me sentant vide. Le but froid et moteur qui m'avait animé pendant des semaines avait disparu, et à sa place se trouvait un épuisement vaste et silencieux. J'avais gagné. J'avais démoli Antoine Dubois. J'avais obtenu la vengeance ultime. Mais il n'y avait pas de triomphe. Il n'y avait pas de joie. Il y avait juste ce silence. Les jours suivants furent un flou. La nouvelle se répandit dans le hameau des Chênes comme un virus.
L'histoire était trop juteuse, trop choquante pour être contenue. Le parfait président de l'ASL, le pilier de la communauté, était suspect dans une affaire de délit de fuite vieille de 10 ans. Les chuchotements étaient partout à l'épicerie, à la poste, à la sortie de l'école. La maison des Dubois s'éteignit. Les lumières festives furent retirées. Un panneau, à vendre, apparut sur la pelouse parfaite une semaine plus tard, planté dans le sol par un étranger d'une agence immobilière concurrente. Antoine? Il s'avéra. Avoua. Confronté au témoignage d'Eva, aux preuves corroborantes de Kevin Lambert, que la gendarmerie avait rapidement interrogé, et à l'humiliation publique, il craqua. Il admit tout. Son avocat essayait maintenant de négocier une reconnaissance de culpabilité. Mais le mal était fait. Sa carrière était finie. Sa réputation était anéantie. Sa famille était détruite. Sophie avait pris les enfants et avait déménagé, logeant chez sa sœur dans une autre région. Ma vengeance était complète. Elle était chirurgicale. Elle était absolue. Et je ne ressentais rien. Chloé et moi existions dans un état de limbe. La colère entre nous s'était consumée, ne laissant que des cendres. Nous parlâmes. Enfin. Pas de l'adultère? Pas au début. Nous parlâmes d'Antoine? D'Eva. C'était un terrain plus sûr. Je n'arrive pas à croire que je n'ai rien vu, dit Chloé un soir, fixant sa tasse de thé. L'arrogance. La façon dont il pensait être meilleur que tout le monde. Je prenais ça pour de la confiance. Je pensais que c'était séduisant. Elle leva les yeux vers moi. Ses yeux remplis d'un besoin triste et désespéré de compréhension. Il me prêtait attention. Lucas. Il disait toutes les bonnes choses. Il me faisait me sentir vu. Tu étais si distant, si perdu dans ton travail. Je me sentais seule. C'était la première fois qu'elle essayait de s'expliquer. Non pas comme une excuse, mais comme une raison. L'ancien Lucas se serait mis en colère? Sur la défensive. Il aurait souligné que son travail était pour nous. Pour notre avenir. Mais l'ancien Lucas avait disparu. Je sais. Dis-je. Et c'était vrai. Je voyais ma propre part de responsabilité maintenant. J'avais laissé le gris de mon travail s'infiltrer dans notre foyer. Je m'étais repliée sur moi-même, laissant un vide qu'un homme comme Antoine n'était que trop heureux de combler. Cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait. Mais pour la première fois, je le comprenais. Nous parlâmes enfin de l'adultère. Il n'y eut ni cri, ni accusation. Juste une tristesse profonde et terrible. La confiance avait disparu, brisée en 1 million de morceaux. Et nous savions tous les deux, sans avoir à le dire, qu'elle ne pourrait jamais être reconstituée. Notre mariage n'était pas un os cassé qui pouvait être remis en place et guérir. C'était une maladie en phase terminale. Nous attendions juste l'heure officielle du décès. Je suis tellement désolée. Lucas, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. C'étaient de vraies larmes cette fois. Non pas pour la perte de son amant, mais pour la perte de nous. Pour tout. Je suis désolée aussi, dis-je. Et je le pensais. J'étais désolée pour ma distance. Désolée pour ma négligence. Désolée que les choses soient devenues si mauvaises qu'elle ait ressenti le besoin de chercher du réconfort ailleurs. Et j'étais désolée que ma réponse ait été d'orchestrer une vengeance si dévastatrice et totale. J'avais entrepris de détruire Antoine Dubois. Et j'avais réussi. Mais le rayon de l'explosion avait été plus large que prévu. Une semaine plus tard, nous étions assis à la table de la cuisine avec une pile de papier entre nous.
Des documents de divorce. C'était étonnamment civil. D'une amabilité déchirante. Nous nous mîmes d'accord sur la façon de diviser nos biens. De vendre la maison. Il n'y avait plus rien pour quoi se battre. Alors que je mettais mes affaires dans des cartons, je trouvai le disque dur crypté. Celui avec toutes les preuves de l'adultère. Les photos d'elle et d'Antoine. Les captures d'écran de leurs messages. L'arsenal que j'avais si méticuleusement collecté. Je ne l'avais jamais utilisé. Je ne le lui avais même jamais mentionné. C'était l'arme que j'avais choisi de ne pas utiliser. Je portais le disque dur au garage. Le poser sur le sol en béton et le briser avec un marteau. C'était comme l'acte final. Il ne s'agissait pas de lui pardonner. Il s'agissait de laisser partir la colère. La colère avait servi son but. Elle avait alimenté mon enquête. Elle m'avait donné la force d'aller jusqu'au bout. Mais la porter plus longtemps ne ferait que m'empoisonner. Je déménageais le premier. Dans un petit appartement en centre-ville. Plus près du travail. Un nouveau départ. Le dernier carton était dans ma voiture. Je me tenais sur le seuil de la maison que nous avions achetée ensemble. Rempli de tant d'espoir. Et je regardais Chloé. Prends soin de toi. Lucas. Dit-elle. Sa voix faible. Toi aussi. Chloé. Répondis-je. Je me dirigeais vers ma voiture sans me retourner. En quittant le hameau des Chênes pour la dernière fois, je jetai un coup d'œil dans mon rétroviseur. Je vis notre maison. Et à côté, la maison désormais vide des Dubois avec le panneau « À vendre » sur la pelouse. 2 foyers brisés. Côte à côte. Je n'avais pas récupéré mon mariage. Je n'avais même pas essayé. Mais alors que je m'engageais sur l'autoroute, en direction de la silhouette de la ville, je réalisais ce que j'avais récupéré. Dans la solitude tranquille de ma voiture, avec les décombres de mon ancienne vie derrière moi, je ressentis un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'avais perdu une femme, une maison, une vie que je pensais vouloir. Mais j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu en cours de route. Quelque chose qu'Antoine et Chloé avaient presque réussi à m'enlever pour de bon, mon amour-propre. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentis libre. 3 mois passèrent. Les feuilles d'automne passèrent du vert alors puis à un brun cassant, tapissant les trottoirs du centre de Paris. Je vivais dans un petit 2 pièces au 7e étage d'un vieil immeuble en briques. Ma vue n'était plus la pelouse oppressivement parfaite d'Antoine Dubois, mais un panorama urbain tentaculaire, un organisme vivant et respirant de lumière, de circulation et de sirènes lointaines. C'était bruyant et imparfait, et j'adorais ça. Ma vie devint simple. Je travaillais, mais je ne laissais plus le travail me consumer. Je quittais le bureau à 17h. J'appris à cuisiner à nouveau. Pas seulement à réchauffer des plats surgelés, mais à vraiment hacher des légumes et suivre des recettes. Les petits gestes répétitifs étaient thérapeutiques. J'achetais un vélo d'occasion et commençais à explorer les quais de Seine le week-end. Je redécouvrais la personne que j'étais avant le déménagement au hameau des Chênes. Avant la pression. Avant la trahison. Le gris qui avait saturé mon monde était lentement remplacé par de la couleur. Je ne me sentais pas heureux. Pas encore. Mais je me sentais présent. Je me sentais réel. Je n'eus aucun contact avec Chloé au-delà de quelques emails logistiques concernant la vente de la maison. Je savais qu'elle avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et avait repris les saignements à plein temps. Nous menions des vies parallèles de convalescence. Et je me surpris à espérer, d'une manière détachée, qu'elle s'en sortirait. Un mardi matin, alors que je buvais mon café et parcourais les actualités locales sur mon ordinateur portable, un titre attira mon attention.
Ancien agent immobilier condamné dans une affaire de délit de fuite vieille de 10 ans. Mon cœur fit un bond familier. Je cliquai sur le lien. Il y avait une photo d'Antoine. Une photo d'identité judiciaire récente. Il avait l'air décharné. Hanté. L'éclat arrogant dans ses yeux avait disparu. Remplacé par un vide abyssal. L'article était bref. Il avait été condamné à 7 ans de prison ferme pour blessures involontaires aggravées et délit de fuite. Avec les remises de peine, il en ferait probablement 4 ou 5. 7 ans. Cela ne semblait pas assez pour une vie de douleur qu'il avait causée à Eva. Mais ce n'était pas rien. C'était une conséquence réelle et tangible. Son nom serait à jamais lié non pas à sa réussite immobilière ou à son leadership communautaire, mais à ce crime. Son héritage parfait était maintenant une tâche permanente. Je fermai l'ordinateur portable. Un chapitre se refermant dans mon esprit. Il n'y avait aucun plaisir à cela. Seulement une finalité calme et sombre. La justice, il s'avéra, n'était pas une explosion triomphale. C'était le grincement lent et méthodique des engrenages. Comme par hasard, mon téléphone vibra avec un SMS. C'était de Chloé. J'ai vu les nouvelles. Je suppose que c'est fini alors. Je fixai le message pendant un long moment avant de taper ma réponse. Je suppose que oui. Un instant plus tard, un autre message arriva. La maison est officiellement vendue. La signature a eu lieu ce matin. L'argent devrait être sur ton compte d'ici demain. D'accord. Merci de me prévenir. Écrivis-je. Il y eut une longue pause. Je pensais que ce serait la fin. Mais ensuite, un dernier message apparut. Pour ce que ça vaut. Lucas. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'espère que tu pourras être heureux. La sincérité du message me prit au dépourvu. C'était une offrande de paix. Un dernier drapeau blanc agité sur le champ de bataille de notre mariage. Toi aussi. Chloé. Tapais-je. Et je le pensais. Nous étions tous les deux des survivants d'un naufrage. Juste de manière différente. Cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à Eva. La nouvelle de la condamnation avait dû l'affecter plus que quiconque. Poussé par un besoin de conclusion que je ne comprenais pas entièrement, je me rendis sur son blog pour la première fois depuis des mois. J'avais à moitié peur de ce que je pourrais y trouver: de la colère, de l'amertume, un cri de victoire. Mais il y avait un nouveau billet, publié juste 1 heure auparavant. Le titre était simple: de la justice. Je commençai à lire. Elle ne mentionnait pas Antoine par son nom. Elle l'appelait « le conducteur ». Elle écrivait sur la peine de 7 ans, reconnaissant qu'aucune durée de prison ne pourrait lui rendre l'usage de ses jambes ou effacer une décennie de douleur. Mais ensuite, le billet changea de ton. Il ne s'agissait plus du tout de lui. Il s'agissait d'elle. Pendant 10 ans, écrivit-elle, j'ai porté un fantôme avec moi. Le fantôme d'un homme sans visage dans une voiture lancée à toute vitesse. Je lui ai donné tellement de pouvoir. J'ai laissé son acte de lâcheté anonyme définir le récit de ma vie. Mais il n'est plus un fantôme. Il est juste un homme. Un homme faible et effrayé qui a fait un choix terrible et a passé une décennie à s'en cacher. Et en le voyant pour ce qu'il est, j'ai découvert que je suis libérée de lui. Elle écrivit sur le concept de justice. Comment il ne s'agissait pas d'œil pour œil. Pour elle, la justice n'était pas le nombre d'années qu'il passerait derrière les barreaux. La justice, c'était la vérité dite à haute voix. La justice, c'était sa façade parfaite démolie. Non par la rage, mais par la réalité. Le dernier paragraphe me frappa le plus durement. Je ne sais pas si je lui pardonne.
écrivit-elle. Peut-être que le pardon est un mot trop simple pour quelque chose de si complexe. Mais je ressens quelque chose qui me surprend, une once de pitié. J'ai pitié d'un homme si terrifié par l'imperfection qu'il laisserait une personne pour morte sur le bord d'une route plutôt que d'affronter les conséquences d'une erreur. Sa prison n'était pas faite d'acier et de béton. C'était la prison de la vie parfaite qu'il devait maintenir chaque jour. Sa peine a peut-être commencé aujourd'hui. Mais il n'a pas été un homme libre depuis très longtemps. Ma propre liberté, cependant, ne fait que commencer. Je me penchai en arrière dans ma chaise. La lueur de l'écran illuminant mon petit appartement silencieux. Ces mots étaient un cadeau. Elle avait pris l'acte laid et violent de ma vengeance et l'avait raffiné en quelque chose de pur. Elle avait trouvé une grâce dans les décombres que je n'aurais jamais pu trouver. Ce n'était jamais mon histoire au départ. Je n'étais que le catalyseur. L'histoire avait toujours été la sienne. Je me levai et marchai jusqu'à ma fenêtre, regardant la constellation infinie des lumières de la ville. En bas, la vie continuait de bouillonner dans toute sa gloire désordonnée, compliquée et magnifique. Je pensais à la maison du hameau des Chênes, maintenant vide, attendant qu'une nouvelle famille emménage. Je pensais à la clôture blanche que j'avais toujours l'intention de peindre. C'était un symbole de tout ce que je pensais vouloir, de tout ce que j'étais censé être. Un mari parfait dans une maison parfaite dans un quartier parfait. Mais la perfection est un mensonge. C'est une cage. Antoine en avait été le prisonnier. Chloé en avait été la supplice. Et j'en avais été la victime. Ma nouvelle vie était loin d'être parfaite. Mon appartement était petit. Je dînais seule la plupart des soirs. Mon avenir était une page blanche, non écrite. Et c'était le sentiment le plus libérateur au monde. J'avais cessé d'essayer de rivaliser avec les Dubois. Je n'étais plus le voisin triste et fatigué. Je n'étais pas le mari vengeur ou le maître comploteur. J'étais juste Lucas. Et dans le calme de ma vie imparfaite, pour la première fois, cela me semblait plus que suffisant.